Bonjour à tous et bienvenue pour le 11e webinaire de la communauté de pratique santé mentale et travail, communauté francophone et internationale sur le thème de la prévention en santé mentale au travail. Vous êtes très nombreux à vous connecter. On reconnaît des fidèles de nos webinaires que l'on salue chaleureusement et on souhaite la bienvenue à tous les nouveaux. Sachez que vous êtes plus de 800 participants pour ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, on est très heureux que vous soyez si nombreux et concernés par ces enjeux de santé mentale et travail, et plus particulièrement aujourd'hui de la prévention. Alors, quelques mots en introduction. Je vois qu'il y a même des gens qui se connectent du Portugal. Bienvenue. Alors, la communauté de pratique, c'est quoi? C'est d'abord 5 pays francophones que sont le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, la France et le Québec au Canada, qui se réunissent, qui se rassemblent pour progresser sur le retour au travail, la réinsertion, l'insertion professionnelle, le maintien en emploi de personnes qui vivent avec des troubles psychiques sévères ou plus courants. Au regard du défi et de l'enjeu de société que ça représente, on a la conviction à travers cette communauté qu'il est nécessaire de faire à la fois avancer la recherche sur le sujet, mais aussi de faire émerger des pratiques d'accompagnement qui ont fait la preuve de leur efficacité et que l'on a besoin de partager à la fois des expériences qui soutiennent de nouvelles approches pour rendre le travail plus accessible et plus durable, mais aussi de lutter tous ensemble contre la stigmatisation et ainsi participer à des environnements professionnels plus sécures psychologiquement et proposer des accompagnements plus efficaces. Voilà, c'est à cela que travaille la communauté de pratique depuis maintenant plus de 3 ans. Et ces webinaires sont une des actions que l'on mène tous ensemble. Ils ont vocation à partager les savoirs et les pratiques autour de la santé mentale au travail au plus grand nombre. C'est-à-dire que vous soyez gestionnaire, responsable des ressources humaines, personne concernée ou proche, professionnel du soin ou de l'accompagnement. Nous sommes attachés à ce que tout le monde puisse se reconnaître dans ces rencontres, que ce soit accessible, gratuit et ouvert à tous. Et j'en profite pour remercier à la fois la Fédération Santé Mentale France, la chaire Santé mentale et travail de l'Université de Montréal, ainsi que tous les membres actifs de la communauté de pratique qui permettent la réalisation de ce 11e webinaire de notre communauté. Alors, sachez que les webinaires sont visibles en replay gratuitement sur le site de la communauté de pratique et qu'on a déjà abordé un certain nombre de thématiques comme le rétablissement professionnel, comme le rôle des managers, comme les différentes formes d'accompagnement aussi et les avancées de la recherche sur ces sujets-là. On est attentif durant ces webinaires à donner la parole à la fois à des personnes concernées, à la fois à des professionnels engagés sur le terrain et également des experts, des chercheurs qui peuvent nous éclairer sur les pratiques qui ont fait la preuve de leur efficacité. Avant de présenter nos invités et de rentrer dans le sujet de la prévention, je voulais vous communiquer une information d'un colloque qui aura lieu les 12 et 13 juin à Montréal, qui est un colloque de recherche en santé mentale. Et donc, si ça vous intéresse, voilà, vous aurez l'information dans le fil de discussion de cette rencontre du jour qui apparaît exactement. Voilà, merci beaucoup Marine pour l'info. Vous pouvez directement cliquer sur le lien du colloque. Alors aujourd'hui, on va parler prévention et pour cela, j'ai 3 femmes invitées qui ont accepté de participer à cette rencontre. Tout d'abord, Isabelle Pinard, qui est chef de division prévention au sein des ressources humaines de la ville de Montréal. Bonjour Isabelle. Floriane Dion, médecin du travail dans la fonction publique en France, ainsi que Priscilla Chavagnac, responsable du recrutement et du développement des ressources humaines dans une entreprise dans l'entrepôt du bricolage. Bienvenue et bonjour à vous 3.
Vous avez accepté de partager vos pratiques, votre connaissance de la prévention en santé mentale au travail, et on est particulièrement intéressé de vous écouter et heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous parce qu'on a le sentiment que on est assez familier de cette notion de prévention. Finalement, ça nous parle à tous, ça fait écho à beaucoup de choses pour chacun d'entre nous, et en même temps, on manque de repères, d'outils, de points d'appui pour voir finalement quelle forme ça peut prendre, cette prévention en santé mentale, pour qu'elle soit utile à la fois aux personnes concernées, mais aussi au collectif de travail et aux professionnels de l'entreprise. Donc, on va explorer tout ça avec vous trois. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Sachez que vous pouvez poser des questions à nos invités dans le chat. Elles sont prises en note et on réservera tout un moment à la fin du webinaire pour prendre le temps d'y répondre au mieux, ou bien de partager de nouvelles expériences et d'aller un peu plus précisément sur certains points qui vous intéressent plus particulièrement. Alors, si on aborde le sujet de la prévention, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire la prévention, c'est important, voire indispensable dans une logique d'efficacité. Et pourtant, on a le sentiment que c'est une approche, un secteur dans lequel on investit trop peu. Quand je dis investir, c'est à la fois financièrement, mais aussi en termes d'intention et de temps passé, et dont finalement les contours sont flous. On a le sentiment qu'on s'empare des problèmes de santé mentale souvent lorsque c'est trop tard. Finalement, quand la situation s'est dégradée durablement, que la personne s'est éloignée durablement de l'emploi, voire est dans une situation de conflit avec l'entreprise, ou bien que l'on constate de la souffrance individuelle et collective largement installée et partagée. Pourtant, on sait tous, en tant que professionnels ou personnes concernées, qu'il y aurait eu certainement des tas de choses qui auraient pu être mises en place bien plus tôt pour ne pas en arriver là. On a l'intuition qu'il faut agir beaucoup plus rapidement dans ces situations-là et que ça éviterait bien des situations de souffrance ou de difficulté. En cela, la prévention est un outil clé et une porte d'entrée puissante. D'ailleurs, une étude en France qui est parue récemment, une enquête plutôt, a mis en valeur les bénéfices des programmes complets de prévention en santé mentale. Ils ont essayé de faire un travail de mesure d'impact. Et qu'est-ce que ça montre? Que lorsqu'on arrive à mettre en place un programme complet de prévention en santé mentale, ça augmente le bien-être ressenti par l'ensemble des salariés au travail, mais aussi ça permet de mieux accompagner des personnes en difficulté. Ça augmente également l'engagement et la confiance de tous dans l'entreprise. Or, on peut considérer que c'est un bénéfice secondaire non négligeable à l'heure où se pose la question de l'attractivité des entreprises, notamment pour attirer des jeunes talents. Et c'est ça qui me semble intéressant, c'est que la prévention en santé mentale au travail, elle a vocation à la fois à créer les conditions pour que les problèmes de santé mentale surviennent le moins possible, mais aussi d'intervenir de la manière la plus précoce, si nécessaire, avant que cela ne se dégrade, ou encore d'accompagner individuellement et collectivement en cas de problème. Finalement, elle répond à tous les enjeux, à tous les besoins, à tous les étages et à tous les moments. À ce propos, je voudrais partager avec vous 2 initiatives qui ont été menées dans de grandes entreprises en matière de prévention en santé mentale et qui ont fait la preuve de leur efficacité. Tout d'abord, un programme d'écoute active et de soutien entre collègues qui a été appelé le programme Buddy System, où finalement chaque salarié dans l'entreprise a un buddy, c'est-à-dire un parrain, un compagnon, avec qui il peut partager ses préoccupations personnelles et ses défis professionnels. Et chaque parrain est formé à la fois à l'écoute active, mais aussi à la gestion des signes de détresse psychologique. Ce qu'ils ont mesuré, c'est que ça a permis d'améliorer considérablement la détection précoce des situations de souffrance psychique, mais aussi
de mieux accompagner et plus rapidement les personnes en difficulté. Il y a une meilleure prise en charge globale des personnes en difficulté. Deuxième initiative qui a fait la preuve de son efficacité, c'est un programme qui a été mis en place dans un gros cabinet de conseil, qui est un programme de retour progressif au travail et de soutien après une maladie mentale pour des personnes qui sont en arrêt de travail longue durée. Ça se traduit par des horaires flexibles, un suivi régulier avec les gestionnaires managers et un coaching en santé mentale. Ce qu'on observe, c'est une diminution des absences longue durée, en tout cas une diminution de la durée d'absentéisme et une augmentation du bien-être général. Une fois qu'on a dit tout ça, on a quand même le sentiment de manquer de repères, d'outils, d'illustrations sur la manière dont on peut déployer finalement une palette d'actions extrêmement large en matière de prévention. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir 3 invités qui vont chacune, depuis leur espace, depuis leur expertise, depuis leur expérience, nous expliquer comment on peut s'approprier finalement cette question de la prévention en santé mentale, s'en servir à la fois comme un guide pour construire un certain nombre d'actions, d'initiatives, et j'ai envie de dire comme un espèce de fil conducteur, un fil rouge de ce que l'on peut mettre en place, et à la fois très concrètement nous dire ce qu'elles ont mis en place, ce qu'elles ont observé, ce qu'elles ont vu comme levier d'intervention et d'enseignement sur ce que l'on peut faire pour améliorer à la fois l'accompagnement et, j'ai envie de dire, la diminution ou l'évitement d'un certain nombre de problèmes de santé mentale au travail. Donc, pour démarrer, je vais donner la parole à Isabelle Pinard. Vous avez une longue expérience d'accompagnement au retour au travail de personnes qui ont des problèmes de santé et d'intervention également en prévention tertiaire. Mais vous avez aussi une expérience en prévention primaire où vous avez plutôt joué sur le milieu de travail et vous êtes convaincu qu'il y a beaucoup de risques anticipables, notamment en termes de sécurité psychologique. Et donc, je vais vous laisser la parole peut-être pour lui dire comment justement vous avancez et nous redonner des repères sur comment on peut penser la prévention, une vision de la prévention en santé mentale au travail. Parfait, merci. Vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, Isabelle. Donc, merci beaucoup de me donner la chance aujourd'hui de partager mon expérience avec vous. Donc, comme le disait Claire, j'ai eu l'opportunité de travailler dans différents milieux de travail, là, autant des entreprises privées que des secteurs publics, réseau de la santé, le monde municipal. Donc, tout récemment, depuis 2024, je travaille à la Ville de Montréal comme chef de division prévention à la direction santé, sécurité, mieux-être. Donc, j'ai autant, comme on disait tout à l'heure, travaillé dans la réinsertion, donc au niveau de la prévention, je dirais tertiaire. C'est ce qui m'a donné le goût d'aller davantage au niveau de la prévention primaire. Le plus grand constat que j'ai fait à travers les employeurs pour lesquels j'ai travaillé, c'est que peu importe l'organisation, les besoins demeurent les mêmes en matière de santé mentale et de bien-être au travail. Dans un contexte aussi actuellement où le manque de main-d'œuvre est important, ça, malheureusement ou heureusement, vaut mieux tard que jamais, les organisations s'intéressent davantage au bien-être et à la santé psychologique. D'entrée de jeu, peut-être juste pour expliquer un peu le contexte aussi au Québec, il y a eu dernièrement, dans les 2 dernières années, beaucoup de changements législatifs, donc en matière de santé et sécurité au travail, dont l'ajout des risques psychosociaux comme étant des risques inhérents au travail, donc reliés au travail. Donc, avant, on parlait seulement de santé physique, Maintenant, on parle aussi de santé psychologique. Donc, dans les obligations
Ben, il y en a au niveau des travailleurs et il y en a aussi au niveau de l'employeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'employeur en lien avec les changements législatifs? C'est qu'on doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité physique et psychique dans les milieux de travail. Et pour l'employé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lui aussi, l'employé doit prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité et son intégrité physique et psychologique. Donc, veut pas, ça a eu un effet d'entraînement, ça a obligé les employeurs à se mobiliser en matière de prévention. Donc, je pense que de prévention en santé mentale, en santé psychologique, ce qui avant était, les employeurs étaient davantage, mettaient davantage le focus sur la prévention tertiaire, donc le volet plus retour au travail ou de mettre des conditions gagnantes pour le retour au travail. Donc, le fait que les employeurs s'intéressent davantage à la santé psychologique en prévention primaire, c'est relativement, je dirais, nouveau avec l'avènement des changements législatifs. Ben, aujourd'hui, c'est sûr que j'aimerais le plus spécifiquement vous partager ce que la Ville de Montréal fait en matière de prévention en santé mentale par des exemples concrets qu'on a fait dans les dernières années. Peut-être juste avant, pour vous situer, là, la Ville de Montréal, c'est un milieu qui est quand même complexe. C'est un milieu politique. C'est 24 000 employés, donc c'est quand même beaucoup de monde à rejoindre au quotidien. C'est 19 arrondissements, donc un peu le même principe que Paris, qui est divisé en arrondissements. Et il y a aussi des services là, centraux, donc des services supports aux arrondissements. On couvre aussi là, une vaste variété de titres d'emploi, donc de col bleu, col blanc, des professionnels, des juristes. Donc, ça aussi, c'est je ne veux pas dire un enjeu, mais ça amène des éléments différents dans l'approche de prévention. Puis, je vais vous en parler un petit peu plus loin là, dans la présentation. Donc, déjà en 2021, là, la Ville de Montréal débutait la conception de son programme de prévention en santé psychologique. Donc, on parle de changements législatifs autour de 2022, mais la Ville s'était déjà mis en action là, à partir de 2021. Pourquoi on voulait avoir un programme de prévention en santé psychologique? Bien sûr, c'était dans l'objectif de soutenir un environnement de travail puis des pratiques de gestion qui favorisent la santé psychologique au travail. Donc, il y avait déjà beaucoup d'actions qui étaient en place pour favoriser la santé physique, mais peu ou pas d'actions en lien avec la santé psychologique. C'était basé là, sur 2 orientations stratégiques. Donc, on voulait un leadership organisationnel fort en santé psychologique, puis mettre en place une culture de prévention. Donc, pas seulement une culture de prévention au niveau de la santé physique, mais de la santé psychologique aussi. Comme équipe de prévention, c'est sûr, ce qu'on voulait, c'était se positionner comme un centre d'expertise. Donc, l'équipe s'est composée là, de personnes vraiment spécialisées en santé psychologique. Donc, on a 2 psychologues là, du travail qui sont avec nous dans l'équipe là, pour répondre à ces besoins-là. On voulait aussi aller sensibiliser l'ensemble du personnel à l'importance de la santé psychologique. L'ensemble du personnel, c'est autant les gestionnaires que les employés. Puis pour ça, c'était de les informer et de les outiller pour être capable d'agir en prévention en santé psychologique. Puis bien sûr, l'objectif final, c'est sûr, c'est de suivre des indicateurs là, pour voir si tout ce qu'on met en place va donner des résultats ou pas. Il y a différents types d'indicateurs. Donc, on a un tableau de bord en santé psychologique là, qui est plus spécifiquement lié avec les invalidités de nature psychologique. Il y a eu aussi en 2022 de mémoire un sondage de mobilisation. Donc pour lequel des résultats avaient été analysés et puis qui a mené aussi au développement du programme en santé psychologique. Donc, on devrait refaire un prochain sondage là, prochainement qui va nous aider aussi à mesurer si les actions mises en place ont porté fruit ou pas, ou peu. On a tout un volet de communication aussi là, où on va s'assurer là, que, dans le fond, ce qu'on va
surtout cumulé, c'est un peu le nombre de clics, donc l'intérêt qui est porté aux communications en santé psychologique là, via diverses plateformes. Donc, en premier lieu, ben, la prévention, c'est prévenir, hein, ça le dit. Donc, on veut le plus possible agir sur les causes, éviter l'apparition de troubles mentaux au travail. Donc, il y a deux dossiers qui ont été plus spécifiquement priorisés là, par la haute direction. Donc, c'est le dossier de la charge de travail et la reconnaissance. Donc, c'est vraiment deux éléments qui étaient ressortis au niveau du sondage de mobilisation qui avait été fait et sur lequel la haute direction vraiment vient supporter son engagement dans ces deux dossiers-là plus particulièrement. Bien sûr, pour développer une culture de prévention, il faut en faire la promotion d'un environnement de travail qui est sain. Donc, les moyens qu'on a mis en place pour aller de l'avant ou pour cultiver cette culture-là de prévention, on a mis en place des communications en santé psychologique sur divers sujets tout au long de l'année. Donc, on communique sur des grands thèmes, donc on va utiliser ce qui existe déjà, par exemple, comme la semaine de la prévention du suicide. Donc, on va faire des communications via nos moyens de communication actuels, donc notre intranet, on a une infolette, donc on a divers moyens internes pour communiquer avec nos employés et nos gestionnaires. Donc, je donnais l'exemple de la semaine de la prévention du suicide, il y a aussi la semaine de la santé mentale, le jour de la compassion. Donc, on va vraiment essayer d'utiliser là, tout ce qui existe déjà afin de le promouvoir à l'interne via différents moyens de communication. Par la suite, on a aussi des ressources et des outils en soutien à la santé psychologique. Donc, on s'est doté de capsules vidéo qui sont accessibles donc sur divers sujets. On va aussi diffuser des webinaires tout au long de l'année. Donc, on va faire appel à des gens professionnels dans le milieu de la santé psychologique qui vont venir nous donner, par exemple, des conférences. Tout récemment, on a eu une conférence du docteur Sonia Lupien sur le stress. Donc, c'est une capsule, un webinaire qui avait été diffusé pour l'ensemble des gestionnaires à la Ville de Montréal. On va écrire des articles sur la gestion du stress, démystifier l'anxiété, par exemple, s'occuper de sa santé mentale. Donc, selon diverses thématiques là, à travers l'année qui vont venir soit appuyer nos communications là, qu'on aura fait dans l'année, par exemple. Ensuite de ça, pour venir en support à ça aussi, donc on a développé des guides, des fiches, des aides-mémoires, par exemple sur les composants de la charge de travail, cultiver sa résilience pour les gestionnaires. Donc, on a vraiment développé là, des petites fiches que les gens peuvent soit imprimer ou garder sur leur bureau pour se faire des rappels justement. Donc, de comment inclure, de prendre soin de sa santé mentale au quotidien dans son travail. Donc, c'est des petits outils là, qui vont venir complémenter les campagnes de communication ou les capsules vidéo qui ont été faites. Autre volet aussi qui est supporté par une autre équipe, non pas par mon équipe, mais qui vient renforcer tout ça, c'est l'équipe du respect de la personne et civilité au travail. Donc, bien sûr, on a une politique en matière de respect de la personne et lié à ça, il y a des formations obligatoires donc que tous les employés doivent faire. On a 3 formations obligatoires. Donc, comprendre les harcèlements psychologiques et sexuels, qu'est-ce que les micro-agressions. On a aussi le code de conduite et respect de la personne. J'ai dit 3, mais ça fait 4 au total. Donc, c'est des formations qui sont obligatoires et que les gestionnaires doivent assurer le suivi pour justement s'assurer que l'ensemble des employés sous sa gouverne ait suivi ces formations-là. Donc, ça vient amener aussi le fait que les gens sont obligés de le faire, on s'assure vraiment que l'ensemble des personnes sont sensibilisées à ce sujet-là plus particulièrement.
Bien sûr que dans ces formations-là aussi, il y a des moyens là, qui sont mis en place par l'organisation. Donc, exemple, un centre d'appel si les gens veulent déposer une plainte ou faire une divulgation. Donc, il y a aussi, là, ça explique tous les moyens à l'interne qu'on a pour adresser les situations d'harcèlement ou d'incivilité. Puis peut-être plus un dernier petit sujet particulier qu'on a mis en place aussi de par la nature du travail qu'on a dans l'organisation. Donc, c'est tout le volet de la violence, de l'incivilité, de la population envers le personnel de la Ville de Montréal. Donc, oui, il peut y avoir des incivilités ou de l'irrespect entre employés, mais de par le fait qu'on travaille avec une clientèle, donc on a des employés qui sont exposés à ce type de risque-là. Donc, on a fait une opération de communication l'an passé, en 2024, pour sensibiliser le personnel, entre autres, sur justement ce risque-là de violence ou d'irrespect, d'incivilité de la part des citoyens envers nos employés. Il y aura une phase 2 où on veut aller aussi adresser aux citoyens le penchant, mais on voulait commencer par nos employés, donc sensibiliser nos employés. Donc, pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on est vraiment allé dans, encore une fois, de la prévention, donc avec des outils, des aides-mémoires pour le personnel. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les situations de violence ou d'irrespect. Donc, s'assurer que son milieu de travail est sécuritaire, comment rester attentif aux signes de tension, par exemple, garder une distance sécuritaire. Donc, on va vraiment essayer d'outiller les employés à être sensibles à ces situations-là, aux risques, parce que souvent, il est banalisé. Donc, on travaille dans une centrale d'appel, donc on s'attend à ce que les gens aient des égards en matière de respect, et pourtant, ça ne devrait pas arriver, mais comme les gens sont mécontents, c'est comme si c'était devenu normalisé ou banalisé. Donc, ces gestes, donc c'est vraiment de resensibiliser les employés, parce qu'à la longue, bien sûr, ça affecte la santé mentale des gens. Et bien sûr, on leur nomme aussi l'ensemble des ressources qui sont disponibles pour eux à la ville, donc par exemple le programme d'aide aux employés qui est disponible et qui peut intervenir. On va aussi outiller, bien sûr, les gestionnaires, c'est très important, donc parce que c'est eux qui vont devoir agir en cas de situation où il y aura des débordements de la part d'un citoyen ou de la population. Donc, on est vraiment dans l'organisation du travail, les aménagements du lieu de travail. Ils doivent aussi informer et sensibiliser le personnel. Comment intervenir? On a des formations qui sont très spécifiques là, comment intervenir avec une clientèle difficile selon le type d'emploi. Donc, on va aller vraiment dans le spécifique avec des exemples. Et aussi, si jamais l'événement arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les mesures qu'il faut mettre en place? Donc, voilà. Grosso modo, c'est des actions là, assez concrètes dans le milieu de travail. Bien sûr, c'est du travail, on le sait, là, quand on parle de culture, ça prend plusieurs années. Là, on parle de mémoire, c'est une dizaine d'années pour changer une culture, donc ça peut être long. Il faut continuer à persévérer. Et là, c'est sûr qu'actuellement, là, pour nos projets, comme j'ai dit tout à l'heure, là, ceux qui sont comme mis de l'avant, c'est vraiment charge de travail et reconnaissance et tout, développer davantage d'outils aussi pour les employés en ce qui a trait aux risques psychosociaux. Donc, on en avait déjà développé pour les gestionnaires, mais là, on veut aller vers l'approche plus des employés. Puis, c'est sûr que aussi, on essaie de couvrir l'ensemble des employés. Donc, on sait qu'on a une partie d'employés qui sont non branchés. Donc, les moyens de communication avec ces employés-là peuvent être plus difficiles. Donc, on vraiment travaille fort à essayer là, de rejoindre l'ensemble du personnel de la ville. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Je trouve qu'on voit bien dans votre intervention à quel point il y a de la sensibilisation, de la connaissance à apporter sur comment on prend soin de sa santé mentale, comment on est attentif, quels sont les signaux, quelles sont les ressources. Et en même temps, vous le dites bien, on travaille en parallèle
sur les notions de risques psychosociaux, et sur cette question de la charge de travail, sur cette question de la reconnaissance au travail, qui ne sont pas spécifiquement étiquetées santé mentale, et dont on sait pourtant que ça va avoir un impact parfois, en positif d'ailleurs, ou en négatif sur la santé mentale. Donc, on est obligé, on sent bien qu'on est obligé d'aller sur toutes ces dimensions-là, et c'est d'ailleurs ça qui fait à la fois l'intérêt et la difficulté du sujet. Peut-être pour les non-canadiens, sachez que le programme d'aide aux employés, c'est tous finalement les dispositifs qui peuvent être mis en place d'accompagnement individuel quand il y a une personne a un problème de santé et qui sont en partie pris en charge par les mutuelles ou l'équivalent de la sécurité sociale en France. Donc, c'est tout notre régime d'inaptitude, d'invalidité ou d'accompagnement en cas de situation de handicap en France notamment, mais aussi, par exemple, en Belgique. Donc, merci beaucoup. Isabelle, j'ai vu qu'il y avait quelques petites questions peut-être sur les micro-agressions, ce que c'est, et peut-être qu'on prendra le temps à la fin de creuser ces sujets-là lors des questions. OK, parfait. Merci beaucoup Isabelle. Alors pour compléter votre intervention, je vais donner la parole donc à Floriane Dion. Floriane, vous êtes médecin du travail, vous-même reconverti finalement, médecin devenu médecin du travail. Et alors la particularité, Floriane, de votre profil, je trouve, c'est que vous adorez votre tiers-temps. Vous êtes très engagé dans votre tiers-temps. Il faut savoir qu'en France, les médecins du travail ont un tiers-temps qu'ils consacrent finalement à investir l'environnement de travail, le milieu de travail qui justement a vocation à penser la personne dans son écosystème et pas uniquement dans le cabinet de la consultation en face à face. Et donc, c'est un temps que le médecin peut investir pour voir comment on travaille sur les environnements de travail, mieux connaître les postes, les conditions de travail en vrai, j'ai envie de dire. Et vous êtes très engagé sur les questions de santé mentale, par votre formation forcément, mais aussi parce que finalement, vous avez constaté que les salariés que vous recevez, finalement, vous parlez de ces enjeux-là de santé, ou vous perceviez qu'il y avait des enjeux de cet ordre-là. Et donc, depuis quelque temps, vous menez un certain nombre d'initiatives, d'actions. Vous êtes hyper créative et dynamique pour essayer d'inventer de multiples façons pour voir comment à la fois on peut sensibiliser et effectivement créer une attention particulière à ces enjeux de santé mentale, mais aussi de travailler avec les personnes individuellement, de venir en soutien et en accompagnement. Donc, on est très heureux. Je vous laisse la parole pour que vous nous racontiez finalement comment vous vous y prenez. Merci Claire. Oui, donc au départ, je suis généraliste et à l'arrivée, c'est un peu différent puisque j'ai choisi de venir en santé au travail. Des fois, ça surprend, mais c'est un choix. Je suis venue là parce que j'avais une expertise qui s'était développée au fil des années sur la thématique du stress. Et donc, je savais de mon passé de médecin généraliste qu'il pouvait y avoir beaucoup de problématiques de stress en contexte professionnel. Donc, je suis venue là pour m'attaquer un peu à ces sujets-là. Et aussi, donc, par mon appétence pour les questions de santé mentale, post-Covid, c'est devenu quand même un vrai sujet. Donc, j'avais envie de venir voir ce que je pouvais amener dans ce contexte-ci. Et il se trouve en effet que le tiers-temps dédié à mener des actions en milieu de travail, moi j'ai même rajouté un E pour action engagée en milieu de travail, m'intéressait tout particulièrement puisqu'il est écrit noir sur blanc que dans le cadre de ce tiers-temps, on peut notamment faire de la sensibilisation, de la formation. Et donc ma casquette de formatrice par ailleurs me permet de faire des choses à ce niveau-là.
Donc, il se trouve que j'ai mon temps principal pour le conseil départemental du Val d'Oise, où je travaillais aussi avant d'être le médecin du travail. Et donc, le DRH savait que j'avais une certaine appétence pour la santé mentale. Donc, quand je suis arrivée sur le poste en tant que médecin du travail, il est assez naturellement venu me chercher pour commencer à mettre en place des choses sur la question de la santé mentale, puisque ça, c'était avril 2023. Et donc, voilà, on venait de traverser le Covid, c'était le sujet qui était mis en avant. Donc, la première chose que je lui ai proposé de faire, c'était de faire un webinaire pour toucher le plus largement possible les agents de la collectivité. C'était le format qui nous semblait le plus facile à mettre en place. Et pour attraper donc le plus de monde, pas que les gens qui allaient pouvoir venir se déplacer sur le campus, mais aussi les gens dans les sites distants, parce que le conseil départemental, c'est presque 4000 agents. Donc bien évidemment, on en a aussi, comme dirait Isabelle, qui sont pas branchés. Donc ceux-là, c'est plus compliqué de les attraper sur ces formats-là, mais on a pensé d'autres choses pour essayer de les atteindre. Il se trouve que cette première conférence en ligne, elle a remporté un franc succès, puisqu'on a eu plus de 300 personnes qui sont connectées. Ils n'avaient jamais vu ça. Donc il y avait eu des gros efforts de communication aussi en amont, et donc on a eu une belle participation. Et ça a lancé quelque chose. Ensuite, on a réfléchi à comment développer une stratégie un petit peu plus globale de prévention. Donc, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de créer un réseau de secouristes. Donc, on a choisi de développer ce réseau de secouristes en les formant au premier secours en santé mentale, donc formation que j'anime moi-même depuis quelques années. Donc, ma collègue psychologue du travail s'est formée, donc on a lancé ça ensemble, et puis maintenant c'est elle qui le poursuit, et puis moi je suis un petit peu en soutien avec elle pour penser l'animation de ce réseau, parce qu'il suffit pas de les former, mais il faut aussi faire vivre ce réseau. Donc on a décidé de lancer un recrutement sur la base du volontariat. On a sélectionné les personnes de manière à ce qu'il n'y ait pas 5 secouristes dans la même direction, mais que ce soit homogène sur l'ensemble des directions du conseil départemental. Voilà, donc ça c'est en cours. On a démarré ça au mois de juin 2023. Donc on a déjà eu 4 promos, je crois, de secouristes qui ont été formés. On est en train de leur préparer un très bel événement, un séminaire pour le mois de septembre où on va parler d'addiction, donc pour les faire monter en connaissance sur ce sujet-là, parce que c'est un gros sujet dans le contexte de travail. Et donc, on a déjà des outils, des choses qui ont été mis au point, des guides de sensibilisation pour les managers, ça, mais on se rend compte que c'est pas forcément utilisé. Donc, on a besoin aussi qu'il y ait des gens sur le terrain qui nous aident en fait à mettre à disposition, à rendre visibles en fait certaines ressources qui sont déjà là, mais qu'on n'utilise pas forcément. Donc, on veut vraiment que ces secouristes ils aient un rôle de terrain. Et puis, on est en train d'imaginer des choses un petit peu sympas. J'avais proposé à un des secouristes en préparation d'une de mes webconférences d'aller faire un micro-trottoir parce que j'avais fait quelque chose sur Movember. Et donc, j'avais demandé à notre seul secouriste homme de l'époque, entre-temps, on en a eu d'autres, s'il acceptait de faire un micro-trottoir à la sortie de la cantine et puis d'attraper les hommes pour leur poser une question. Et en l'occurrence, est-ce que s'ils souffraient de problématiques de santé mentale, s'ils étaient en souffrance psychique, est-ce qu'ils auraient le réflexe d'aller consulter un professionnel de la santé mentale? Et donc, ça a lancé une conversation comme ça et on a eu des choses très intéressantes. Donc voilà, on essaie d'imaginer des petites choses un peu fun sur le terrain pour valoriser ces secouristes qui ont décidé de s'engager en faveur d'une culture de la santé mentale qui pourrait se déployer au sein de la collectivité. Ça, c'est la première chose qu'on a fait, mais très vite, j'ai dit attention parce que ça va pas suffire. Et les managers, notamment, il me semble essentiel qu'ils puissent être aussi sensibilisés. Il se trouve que j'avais accompagné l'année dernière un grand groupe du sport pendant une année complète, et donc j'avais formé toutes les strates du management, du CODIR jusqu'au retail, sur les questions de santé mentale, et on avait ajouté la question des risques psychosociaux, mais que je vais développer après. Et donc, je m'étais rendu compte, en faisant ce travail avec ce groupe du sport, que les managers n'avaient pas forcément envie de devenir secouristes en santé mentale.
Déjà, il y avait une contrainte de temps, puisque la formation de premier secours en santé mentale, c'est 2 jours. Et ils n'étaient pas tous disponibles pour se mobiliser 2 jours. Et en plus, ils n'avaient pas forcément envie de devenir secouristes. C'est une responsabilité, quelque part, qu'ils n'étaient pas forcément prêts à endosser. Donc, j'ai proposé qu'on mette en place aussi une formation dédiée aux managers. Donc, on a retravaillé ça avec ma collègue psychologue. Et donc, on a découpé cette formation dédiée aux managers en 2 demi-journées pour répondre à leurs contraintes d'agenda. Voilà, parce que ça, c'est un paramètre qu'il fallait prendre en compte pour qu'ils puissent venir se former. Et puis, dans cette formation, on a souhaité donc intégrer les risques psychosociaux, parce que dans la formation premier secours en santé mentale, on ne parle pas des risques psychosociaux. C'est pas du tout fait pour aborder cette question-là. Et donc, les managers, par contre, il fallait qu'au-delà de leur parler de la santé mentale, qu'on fasse un focus sur les risques psychosociaux. Et puis, donc ça faisait quand même court de demi-journée pour les managers. Et puis, de toute façon, ceux qui étaient formés secouristes en premier secours en santé mentale, ils n'avaient pas eu le focus. Et puis, de toute façon, il y avait aussi d'autres gens à sensibiliser à la question des risques psychosociaux, entre autres. Et surtout, moi, le problème que j'ai le plus rencontré en consultation depuis que je suis arrivée sur mon poste, c'est la problématique du stress. Et tout à l'heure, Isabelle parlait donc de sécurité psychologique. Alors, quand on parle de sécurité psychologique, il y a une autre notion qui va avec. Alors, pardon pour l'anglicisme, mais Amy Edmondson, elle parle de fearless organization, donc des organisations sans peur. Ça suppose que c'est des organisations dans lesquelles on s'est attaqué à la problématique du stress. Voilà. Parce que si on a peur, en fait, on déclenche une réaction de stress. Et donc, c'est ce que j'ai le plus trouvé dans mes consultations, des gens finalement qui étaient sous stress. Alors, que ce soit un stress d'origine professionnelle ou pas d'ailleurs. Donc, quand il est d'origine professionnelle, c'est justement ce qu'on appelle avec un mot un peu compliqué les risques psychosociaux. Hein. Mais faisons simple, c'est le stress en contexte professionnel. Mais il y avait aussi tout ce stress qui venait d'ailleurs et qui était à prendre en compte aussi. Donc, c'est là que je me suis dit, il y a quand même un problème parce que tous ces gens qui viennent et qui ont plein de manifestations physiques et psychiques, les deux, hein, parce que les risques psychosociaux, ça touche et la santé mentale et la santé physique et même la santé sociale. Le stress en général touche les 3 santés. Mais ils n'étaient pas sensibilisés, ils n'étaient pas instruits, quoi. Donc, je me suis dit, ça tombe bien comme j'ai mon tiers-temps, plutôt que de passer des heures à expliquer en individuel ces choses-là, je vais jouer sur le collectif et faire une proposition d'atelier, un format très court, pour pouvoir attraper toutes les strates de l'organisation, y compris les gens les plus occupés, c'est-à-dire le top management, pour sensibiliser à cette problématique du stress, mieux comprendre comment ça marche, mieux identifier les sources de stress pour pouvoir mieux agir dessus, sinon les réguler comment. Voilà, tout ce que je faisais en fait en individuel depuis déjà un certain nombre d'années dans mon passé de médecin généraliste et que je continue à faire là dans le contexte de la médecine préventive, parce que le médecin du travail, c'est quand même un médecin de prévention. Et puis, il s'est trouvé que une fois identifié que le format, ça allait être une demi-journée, je me suis retrouvée à être emmenée dans une fresque du facteur humain par une amie qui est impliquée dans une association écolo. Et là, je me suis dit, c'est super ce format parce que en fait, il n'y en a pas un qui a sorti son ordinateur pendant les 3 heures. Et c'est ça qu'il me faut. Parce que les managers, ce qui se passait quand je proposais des formations un petit peu plus classiques, c'est qu'ils finissaient toujours par être en train d'envoyer un mail ou regarder un autre truc pendant que moi, je leur parlais de santé mentale, de risques psychosociaux et autres. Et là, c'était pas possible dans ce format-là, donc ça me plaisait bien. Donc, me voilà partie à créer un outil qui s'appelle donc la fresque du stress pour sensibiliser à ce thème qui est un vrai enjeu de santé publique. Et donc, j'ai commencé à déployer ça, donc passer toutes les phases de test et compagnie. J'ai commencé à déployer ça au conseil départemental à raison d'1 fois par mois. Et donc, on a ouvert à tous les agents.
On a ouvert à tous les agents, inscription libre. Et donc, j'ai un petit peu tous les profils. Donc, j'ai des managers et puis j'ai des agents. J'ai un peu toutes les strates, un peu tous les métiers. Et donc, on se mélange et ça, c'est très bien. Et on aborde pendant ces 3h30 le stress sous tous ses angles. On prend de la hauteur pour mieux comprendre comment ça marche et ouvrir sur ce qu'on peut faire à un niveau individuel, mais aussi à un niveau collectif. Et puis surtout, c'est des choses simples en fait qu'on va mettre en avant. C'est ça l'idée, c'est que les gens puissent s'approprier. Et pour compléter ça, j'ai écrit un livret qui va permettre aux gens de pouvoir continuer sur l'élan qu'aura pu émerger pendant l'atelier. Et en fait, un des enjeux pour moi en créant cet outil-là, c'était d'arriver à faire un outil de prévention globale, c'est-à-dire primaire, secondaire, tertiaire. Parce que quand j'ai commencé à regarder ce qu'on pouvait proposer en termes d'action de prévention, soit on fait de la prévention tertiaire, soit on fait de la prévention secondaire. Donc, prévention tertiaire, Isabelle nous en a parlé, c'est quand les personnes ont déjà eu des problématiques et qu'on vient après ça. Prévention secondaire, on est exposé à du risque. Donc, on a des gens qui seraient là stressés, on leur apprend à gérer le stress. Ça, il y a plein de choses qui sont proposées pour la gestion du stress. On a identifié qu'il est déjà là. Mais la prévention primaire, elle nous en a parlé aussi, c'est agir sur tout ce qui va être facteur de stress. C'est les conditions de travail, c'est plein de choses. Mais il faut déjà les identifier, les sources de stress. Et elles sont souvent multiples. Voilà. Et donc, l'enjeu, c'était d'arriver avec cet outil de couvrir les 3 niveaux de prévention, tout en se disant bien que moi, quand les gens arrivent en atelier, j'ai aucune idée de la situation dans laquelle ils se trouvent. Je ne sais pas s'ils sont seulement exposés à des facteurs de risque, s'ils ont déjà du risque ou s'ils ont des conséquences, sauf à ce qu'ils soient venus en consultation avant et que je les ai vivement invités à venir. Mais sinon, je ne le sais pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à faire les 3. On arrive à faire les 3 pour une simple et bonne raison, c'est que la fresque, elle repose sur un concept essentiel en santé publique, c'est le concept de littératie en santé. Voilà. Donc la littératie en santé, c'est cette idée qu'on va donner accès à de l'information, on va la rendre compréhensible, on va faire en sorte d'aider les gens à faire appel à leur esprit critique. Et si on a fait ça, on peut espérer qu'il y ait des comportements plus promoteurs, plus favorables à la santé qui se mettent en place. Voilà. Donc la littératie en santé, elle marche dans le champ du soin, de la prévention et de la promotion de la santé. Et c'est pour ça que la fresque, elle arrive à couvrir les 3 niveaux de prévention parce qu'elle repose là-dessus. Voilà. Et puis, donc, j'ai déjà quelques retours d'expérience. Là, ça fait plus de 6 mois au département, bientôt 200 personnes, département et hors département que j'ai pu sensibiliser. Et donc, des retours très, très chouettes. Et avec ça, donc Marine vous partagera, j'ai travaillé à rendre accessible un outil de dépistage du burn-out qui existait déjà mais qui est peu connu, qui s'appelle le Burnout Assessment Tool. Et donc, vous pouvez faire via le site internet un dépistage en ligne et vous obtiendrez donc un score de risque faible, moyen, fort avec des commentaires et des conseils adapté à la situation qui est la vôtre, puisque j'ai travaillé toutes les possibilités de réponse pour essayer de faire de la prévention, là encore aux 3 niveaux. Et donc, il arrive régulièrement que des personnes qui ont un risque faible se testent, et c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'on est en train de faire de la prévention primaire, et donc les conseils qu'ils obtiennent permettront peut-être d'éviter que ne s'installent des problèmes sur le long terme. Donc, cet outil va vous être rendu accessible par Marine. Elle va vous mettre le lien dans le chat. C'est déjà le cas, oui, effectivement. Ouais, Marine l'a mis dans le fil de discussion. Il vous suffit de cliquer dessus et vous accéderez à l'outil. Voilà, et puis il y a aussi toute la stratégie de communication qui est importante, qui me permet de toucher les agents. Donc l'affichage, Isabelle en a parlé, moi je fais pas mal d'affichage en salle d'attente.
J'écris aussi des articles pour le CIG, pour le Centre interdépartemental de gestion. D'ailleurs, il y a plein de ressources accessibles gratuitement sur le site du CIG. Donc, tout ce qui est santé mentale, c'est moi qui les écris, les articles. Il y a un journal avec un dossier santé mentale où ce qu'on a fait au département est mis en avant. Donc, Marine vous partagera ça aussi dans les ressources. J'utilise aussi beaucoup de prospectus. Personne ne sort de mon cabinet sans avoir son petit lot de prospectus en fonction de ce qui est venu dans la conversation. Et ces prospectus, ils sont mis aussi à disposition dans les zones de passage. Donc, il y a des présentoirs un petit peu partout dans les endroits un peu stratégiques. Et notamment, il y en a un qui est libre de droit. Donc, pareil, Marine vous enverra et que j'ai complété avec des applis, des ressources qui s'appellent le bingo de la santé mentale positive. Donc, ça, j'en ai fait un petit flyer que je donne aux agents. Ça nous permet de discuter justement de leurs ressources pour prendre soin de leur santé mentale. Donc, à la fois rendu visible dans les espaces collectif dans les zones de passage, mais aussi un outil en individuel pour discuter de ce qu'on peut faire pour prendre soin de sa santé mentale. Quand j'ai des managers qui viennent aussi, je leur donne des affiches pour qu'ils les mettent dans les salles de pause. Enfin, on peut imaginer plein de choses pour essayer de créer donc cette culture de la santé mentale et aussi aller vers ces fameuses organisations où il y aurait moins de stress et moins de peur. Voilà. Donc, pour vous dresser un petit panel des choses que j'ai pu mettre en place depuis à peine 2 ans, avec plein de projets qui sont encore en cours. Mais ces webinaires, en tout cas, on les a continués. Ça avait tellement bien marché qu'on a continué à régulièrement proposer des choses autour de qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, comment autour de l'hygiène de vie, voilà, et donc déployer sur des sujets connexes pour outiller au mieux les personnes. Merci beaucoup, Floriane. Ce qui est intéressant dans ce qui est partagé, c'est qu'on voit qu'il y a une appétence, il y a un besoin, il y a un souhait. Finalement, quand on arrive à mettre le sujet à l'ordre du jour de la vie de l'organisation, on voit que les personnes sont très réceptives. Et en même temps, on voit bien qu'il suffit pas d'informer, qu'il y a un enjeu d'animation de tout ça, de finalement s'appuyer sur un certain nombre de supports qui vont créer la discussion, qui vont créer l'opportunité. J'ai envie de dire que la grande chance, c'est que je trouve que dans le champ de la santé mentale, de l'information, il y a pas mal de choses gratuites, accessibles en ligne, qu'on peut s'approprier. Comme tu partageais, Floriane, je pense par exemple à la plateforme du Psycom en France, qui a beaucoup de supports accessibles, de plaquettes sur la question de la santé mentale. En Suisse, il y a le site Minds aussi, qui est en français. Il y a plein d'infos et de plaquettes qu'on peut partager. Donc voilà. Néanmoins, ça se suffit pas à soi-même. On a bien compris. Et toute la question, c'est comment on anime ça et comment on ne décroche pas ces sujets-là. On voit bien en fait le risque qui serait de faire porter à l'individu seul la responsabilité de son état de santé mentale. Donc voilà, chacun a sa part de responsabilité par rapport à son état de santé, mais il y a aussi la part environnementale, organisationnelle, liée au fonctionnement du collectif de travail, de l'entreprise, de la culture, et qu'effectivement, on voit que si on est dans une culture de la peur, de la solitude, par exemple, on fabrique des risques majeurs, ou bien on est promoteur de santé mentale. Et il y a un chiffre, moi, qui est tout le temps présent par rapport à ces questions-là, c'est le fait que 60% de notre santé, notre état de santé, serait en partie déterminé par notre environnement. Donc, il y a les 40% qui nous appartiennent, sur lesquels on peut plus ou moins jouer d'ailleurs. Et puis, il y a toute cette part environnementale et organisationnelle. Et ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'on est tous des véhicules de santé mentale pour nous, mais on est aussi tous des facteurs de santé mentale pour les autres. Et donc, on est tout le temps enfin, je pense qu'il y a vraiment un message à faire passer de se dire, voilà, comment on peut être instruit, comme tu disais, Floriane, sur ce que je peux faire pour moi, mais comment on peut aussi être en attention et en vigilance et de se dire comment moi, à ma place, à mon endroit, je suis facteur promoteur de santé mentale ou au contraire, éventuellement, facteur de risque auprès des personnes qui m'entourent. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses déjà. C'est passionnant, mais l'heure tourne. Je vais donner la parole à Priscilla Chavagnac. Priscilla, on a fait connaissance en préparant ce webinaire et vous allez nous parler de votre entreprise. Votre entreprise, vous n'avez pas forcément de responsabilité dans vos missions spécifiquement en lien avec la prévention ou la santé mentale, puisque vous êtes responsable du recrutement et du développement RH. Et pourtant, justement, la culture d'entreprise, le mode de fonctionnement de votre entreprise, comme l'évoquaient Isabelle et Floriane, a constitué un terreau, un lieu d'accueil favorable pour des personnes qui travaillaient dans un milieu, ce qu'on appelle en France le secteur protégé, car ayant une problématique de handicap psychique. Et vous avez embauché ces personnes, 3 personnes au départ à temps partiel. Et puis, pour 2 d'entre elles, vous les avez embauchées sur un contrat à durée indéterminée. Et ce qu'on vous a proposé de partager aujourd'hui, c'est pas forcément l'accompagnement de ces personnes et comment ça s'est passé pour elles, mais plutôt de nous parler finalement de votre entreprise et quelles ont été finalement les conditions qui ont rendu possible ces intégrations. Donc, je vous laisse maintenant la parole, Priscilla. Merci beaucoup, Claire. Merci à tous et bonjour. Alors, pour vous parler un petit peu, vous resituer mon entreprise, il s'agit de l'entrepôt du bricolage, qui est une entreprise qui fait partie du groupe SAMC, qui représente pour l'enseigne l'entrepôt du bricolage 2500 collaborateurs. On a 37 magasins sur l'intégralité de la France. Et au sein de cette enseigne, on a acculturé nos équipes pour qu'elles soient accompagnées sur la thématique de la diversité. Afin de pouvoir accompagner nos équipes, on a mené des actions de sensibilisation qui, au départ, émanaient de l'équipe RH pour pouvoir aller sur le terrain auprès de nos magasins et acculturer nos magasins justement sur le terme de la diversité parce que c'est un sujet qui initialement est tabou. Parfois, on ne sait pas comment aborder le handicap, la diversité. Et on a sensibilisé nos équipes initialement via des forums qui étaient menés par les équipes RH et qu'on a ensuite déployés sur des personnes qui avaient cette sensibilité, cette appétence qu'on appelle chez nous des ambassadeurs et qui aujourd'hui portent les forums de diversité qui ont lieu 1 fois par an dans chacun de nos magasins. Au-delà des forums diversité, nous, on fait partie aussi de ces enseignes qui s'impliquent dans la semaine, dans la SEP, donc la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et chaque magasin va mettre en place des événements dans ces espaces dédiés pour pouvoir sensibiliser non seulement les collaborateurs, mais aussi nos clients sur la différence, sur le handicap. Et on a mené notamment des actions de sensibilisation avec l'association Messidor qui vient dans nos magasins pour certains d'entre eux. Donc, comme on est 37, on n'a pas tous les mêmes référents, on n'a pas tous les mêmes partenaires pour pouvoir sensibiliser nos équipes. Et donc, en fait, sur mon périmètre, puisque moi, je suis sur le périmètre sud de l'entreprise, on travaille avec Messidor qui vient sensibiliser, tenir des ateliers pendant 2 heures parfois pour expliquer ce que c'est que le trouble psychique. Ça fait partie des premières actions de sensibilisation qu'on mène.
Et puis, dans ces actions de sensibilisation, nous avons notamment un magasin qui a eu envie d'aller un peu plus loin et qui a voulu embaucher initialement une personne qui était atteinte de troubles psychiques et qui avait dit, ben voilà, on va accueillir plusieurs candidats potentiels pour pouvoir leur proposer le poste qu'on souhaite ouvrir, qui est un poste qu'on a créé exclusivement, qui s'appelait à cette époque-là l'homme parking. C'était une personne qui orientait le client, qui allait vers le client, donc et qui était plutôt dans l'accompagnement client de son chargement de marchandises jusqu'à son véhicule. Nous avons donc rencontré 3 personnes avec leurs accompagnateurs de chez Messidor, avec la direction du magasin. Et comme il y a eu ce bel accompagnement de nos équipes et cette sensibilisation, parce qu'il faut savoir que non seulement il faut embarquer les directions de magasins, mais il faut aussi qu'on ait l'environnement, c'est ce que disait Floriane tout à l'heure au niveau de la sensibilisation des managers, du fait de leur expliquer ce que c'est, comment ça marche. Il a fallu trouver des personnes qui soient aussi dans la capacité de les accompagner, qui soient parrains. Ce parrainage est très important, mais ce sont des parrainages qui sont finalement naturels. Et à l'issue de ces entretiens, la direction a dit, mais moi, j'ai envie de travailler avec les 3. J'ai pas envie de faire un choix. Donc, on est parti sur cet aspect de mi-temps où on a mis en place plutôt un contrat de mise à disposition pendant 6 mois. Sur ces 6 mois, on s'est rendu compte avec un accompagnement terrain des équipes magasins et un accompagnement aussi de Messidor avec des points réguliers pour savoir comment ça se passait. On a décidé d'en embaucher 2. Nous en avons embauché 2 parce qu'il y en a un. Donc, il faut savoir que c'est un secteur protégé qui permet de faire soit de la mise à disposition. Et leur objectif, c'est quand même de les faire intégrer le milieu ordinaire, c'est ainsi qu'on l'appelle en France, et leur permettre de sortir de ces structures. Donc, on en a embauché 2. Le 3e, malheureusement, il ne pouvait pas s'intégrer parce que qui dit sortir du secteur protégé dit être considéré aussi comme un salarié lambda et avoir aussi la même prise en compte que les autres collaborateurs. Il faut avoir une certaine adaptabilité. Or, le trouble psychique, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Il faut savoir que nous, quand on recrute quelqu'un qui a un trouble psychique, le secret médical est là et nous, en tant qu'employeur, on ne sait pas quelle est la pathologie dont souffre la personne. Donc, on est là en accompagnement et il y a des moments où nous avons malgré tout des limites et il faut savoir que c'est OK, on fait ce qu'on peut, on ne peut pas tout faire et au moins on tente les choses. Donc, nous en avons embauché 2. Il y en a un qui, malheureusement, n'a pas pu continuer l'aventure avec nous du fait de problèmes personnels parce que parfois, on arrive à aller au-delà et des fois pas. Et puis, on a eu le 3e qui est resté avec nous, qui fait toujours partie de notre équipe, qui a su s'intégrer, qui par moment a eu des difficultés. Donc, il y a toujours ce lien qui se fait avec Messidor qui nous permet de faire des points avec eux quand on rencontre une difficulté, parce que ça, c'est important que l'entreprise garde le contact. Il faut savoir que dans ces structures-là, au bout de 2 ans, quand le CDI il est fait, normalement, la personne, elle est sortie du secteur protégé, il n'y a plus de lien et on a la chance de garder ce contact et d'avoir un lien qui se crée toujours et qui perdure avec cette association qui permet de rétablir la situation parce que cette action de sensibilisation du trouble psychique, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, entreprises, on n'est pas familiarisés avec des gens qui viennent de l'extérieur et on est accompagné par ces structures-là et on a des équipes, on a des patrons de magasins, parce que moi, je leur tire mon chapeau, ils ont quand même cette prise en considération du trouble psychique qui fait qu'ils ont beaucoup de patience, beaucoup de tolérance par rapport à un collaborateur qui n'est pas détecté comme tel, puisqu'il sait qu'il vient du secteur protégé, et il va tout mettre en œuvre pour maintenir la personne dans l'emploi et l'accompagner jusqu'au bout. Donc, voilà les choses qui sont faites parce que, en fait, l'accompagnement dans nos structures, ça veut dire qu'il y a une acculturation de l'ensemble des équipes, une sensibilisation de l'ensemble de nos équipes qui permettent d'être compréhensifs et de pouvoir faire le nécessaire pour que le collaborateur se sente bien dans l'entreprise. Et ça n'a vraiment pas de prix. Donc, voilà comment ça se passe au sein de notre enseigne. On a vécu d'autres expériences qui ont été
tests. On n'a pas eu que cette expérience avec Messidor. On a eu des personnes qui ont été intégrées avec du trouble psychique aussi, qui nous ont permis de rester avec nous. Mais parfois, il y a des problèmes de santé autres que le trouble psychique, des troubles physiques qui font que ça ne peut pas continuer. Donc, on a quand même tout cet accompagnement de part de toutes nos équipes. On va avoir les équipes RH qui vont être présentes pour tout ce qui est rendez-vous, visite médicale et autres. L'accompagnement du médecin du travail est aussi très important dans ce cas-là, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et ça ne fait pas partie du tout de notre cœur d'activité. Nous, l'objectif, c'est de maintenir nos collaborateurs dans l'emploi et qu'ils se sentent bien. On fait en sorte aussi, quand il y a des difficultés, d'aménager parfois le temps de travail, parce que c'est une réalité en fonction de la difficulté et de ses communications qu'il y a avec ses collaborateurs, parce qu'il faut les mettre en confiance et il faut arriver à leur faire dire ce qu'ils vivent et ce qui est compliqué pour eux. Donc, ils arrivent à mesurer. Il y a des moments en fonction des traitements. On sait que le trouble psychique, il y a des traitements médicamenteux. On sait qu'il y a des moments où ils peuvent plutôt travailler du matin, plutôt travailler d'après-midi. Donc là, on fait vraiment des rendez-vous avec la médecine du travail pour voir ce qui est adaptable pour eux ou pas. Et en fait, c'est vraiment cette communion, j'ai envie de dire, avec toutes les équipes en place, les équipes magasins, tout en respectant la vie privée, le côté médical du collaborateur. Quand on sensibilise les équipes, l'accompagnement, il est très important, il est durable et on arrive à pérenniser l'emploi dans notre secteur d'activité. Il y a vraiment ce parrainage qui se fait, cette patience et puis des liens qui se créent quand on a des salariés en situation de handicap qui vivent certaines difficultés. On va avoir ce lien qui se met en place. Donc, c'est toute cette acculturation d'entreprise qui est très importante au sein de notre structure, ce qui fait aussi qu'on peut faire le nécessaire afin de pouvoir faire au mieux. Alors, Priscilla a perdu sa connexion, mais je viens de lui redonner les accès. Donc, je pense qu'elle va revenir vers nous et Claire aussi. Donc, effectivement, hop. Donc, je redonne les accès à nos intervenantes et je pense qu'elles vont revenir en visibilité rapidement. Merci de votre patience. Donc, Claire est là déjà, c'est bien. On attend Priscilla qui, de nouveau, a les accès. Petit stress. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Claire. Est-ce que tu nous entends, toi? Ben oui, j'ai le palpitant qui s'est un peu activé. Mais oui, alors on te voit, on t'entend. Et j'ai l'impression que Priscilla, par contre, a du mal à arriver. Est-ce que je me trompe? Écoute, oui, et je lui ai redonné les accès parce que comme toi, elle s'est déconnectée au même moment. Mais moi, j'ai rien touché, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Donc, j'espère qu'elle va revenir parmi nous. En tout cas, elle a les éléments pour pouvoir se connecter normalement. Donc, Priscilla, on voit que vous êtes là. Moi, je vous vois aussi. Est-ce que vous pouvez réactiver votre caméra, votre micro, parce que là, ils sont coupés. Recliquez sur les boutons rouges qui sont en bas de l'écran. Ouais, super. Voilà. Super. C'est parfait, on vous entend, vous voit. Vous m'entendez? Bon, c'est parfait. Alors, je ne sais plus, j'ai perdu le fil, du coup, je vous prie de m'excuser. Oui. Alors, moi aussi, j'ai perdu le fil, Priscilla. J'ai été déconnectée en même temps que vous. Ah. Mais vous évoquiez l'acculturation. Si je ne me trompe pas. En tout cas, moi, je me suis arrêtée là. Vous disiez qu'il y avait tout un travail d'acculturation des équipes pour rendre possible ces intégrations. Et du coup, j'en profite pour vous demander, Priscilla, quand on avait préparé cette intervention, vous m'aviez parlé assez longuement finalement de la culture d'entreprise autour de la confiance, du droit à l'erreur, des solidarités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Eh bien sûr, parce que c'était ce que j'avais prévu d'évoquer avec vous. Donc, ça tombe très bien que vous tendiez la perche. Alors, nous, on est une entreprise qui repose sur 3 valeurs. Ces valeurs, alors pour vous représenter un petit peu les choses, moi, ça fait 30 ans que j'y suis dans l'entreprise
Et si je vous le dis, c'est parce qu'on ne reste pas 30 ans si ces valeurs vous correspondent pas et ne sont pas incarnées. Donc, nos valeurs, elles tiennent en 3 mots: partage, confiance, bienveillance. Alors moi, j'ai tendance à dire bienveillance sans complaisance. Pourquoi? Parce qu'on se dit les choses, on est dans la transparence. Aujourd'hui, quand on accompagne quelqu'un, quel qu'il soit, on est là vraiment dans la transmission des choses, dans l'accompagnement, dire quand c'est bien, accompagner quand il faut améliorer le comportement. Et c'est ce qui permet de faire avancer tout un chacun. Et ça, pour faire le lien avec justement l'accompagnement, l'intégration de personnes en situation de handicap, et notamment avec le trouble psychique, on a aussi quand même dans notre entreprise la prise en considération des collaborateurs qui sont déjà dans l'enseigne, qui vont aussi avoir des handicaps qui sont pas forcément psychiques. On a du handicap moteur, on a beaucoup d'handicaps invisibles qu'on ne maîtrise pas et on les accompagne. Et on va avoir aussi des coachs d'entreprise qui sont au sein de notre enseigne et qui sont à disposition de nos collaborateurs. Ils peuvent intervenir individuellement ou en collectif en fonction du besoin. Et c'est ce qu'on a appelé chez nous, c'est une affiche où ils sont représentés, ils sont dans chacun de nos magasins avec un numéro de téléphone, des coordonnées, et ça s'appelle Besoin d'en parler. Et un collaborateur, quel qu'il soit, peut contacter ce coach d'entreprise qui garde la confidentialité et qui est avec lui pour l'accompagner en fonction des difficultés qu'il peut rencontrer. Donc, ça fait vraiment partie de cette culture d'entreprise, cet accompagnement qui est très riche, qui est très fort, qui a fait grandir nos équipes. Et justement, cet accompagnement et ces valeurs tournent aussi autour de mise en place de communautés. Ces communautés, elles permettent à chaque collaborateur de s'approprier des thématiques dans l'entreprise. On a notamment une communauté qui s'appelle la communauté RH, qui travaille en interaction avec toutes les autres. Donc, on va voir tout l'aspect commercial parce que nous, on est une entreprise de commerce. Mais chacune d'entre elles est étroitement liée les unes avec les autres. Et toute la communauté RH, on va avoir la communauté RH, on va avoir la communauté Mieux Vivre, qui sont étroitement liées pour le bien-être du collaborateur, son accompagnement dans son quotidien. Et finalement, c'est l'affaire de tous. C'est pas le service RH qui va porter comment on fait pour que les collaborateurs se sentent bien. C'est vraiment quelque chose qui appartient à chacun d'entre nous. Je vous ai parlé des ambassadeurs qui vont faire le lien par rapport au forum diversité, qui vont expliquer ce qu'il en est au niveau des différents handicaps qui existent, ce qui est visible, ce qui est invisible, l'accompagnement qu'on peut y mettre. On a des actions de sensibilisation qui sont faites aussi, qui sont proposées par le collectif à l'initiale, qui sont remontées à notre siège, qui va valider est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que c'est fait correctement pour pouvoir être redescendu en équipe. Et ce qu'on a fait dernièrement, ce qui a été déployé, c'est notamment une sensibilisation au langage des signes. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui appartient au collectif. On peut pas y arriver, on peut pas intégrer de la diversité, on peut pas intégrer du trouble psychique sans que chacun se sente concerné, sans que chacun se sente embarqué. L'idée, c'est vraiment qu'on soit tous embarqués là-dessus. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Il faut qu'il y ait la sensibilité, il faut qu'il y ait l'accompagnement. C'est OK, un magasin qui dit j'y arrive pas, je comprends pas, nous, on sera là pour les accompagner, pour leur dire voilà comment ça fonctionne. L'idée, c'est qu'il y ait plus de tabou autour de tout ça et qu'on puisse faire en sorte de vulgariser, le mot n'est pas très joli, mais c'est plutôt de vulgariser peut-être ces différents troubles qui peuvent toucher tout un chacun à un moment donné, parce que nous, on a pris le parti de prendre des personnes de l'externe, mais on ne sait pas si demain ça touchera pas nos collaborateurs et si ce n'est déjà pas le cas. Donc, ces actions de sensibilisation sont très importantes et c'est quelque chose qui nous tient à cœur au sein de l'enseigne. Et pour conclure, je vous dirais que nous avons remporté en 2022, grâce à notre participation au niveau régional au sein de l'AGFIP et du MEDEF, le prix de l'intégration et du recrutement des personnes en situation de handicap. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important dans notre structure. Pour nous, c'est pas une différence, c'est une richesse et on l'intègre ainsi. Merci beaucoup, Priscilla. Alors, pour les non français, l'AGFIP, c'est l'organisme collecteur de toutes les
les contributions financières sur l'emploi des travailleurs handicapés. Et le MEDEF, c'est le mouvement des représentants des employeurs. On voit bien, Priscilla, à quel point vous faites écho à ce que disait Floriane sur finalement comment on fait pour travailler une culture qui ne soit pas une culture de la peur, mais au contraire une culture du dialogue, du droit à l'erreur peut-être aussi, une culture où on accepte de dire qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas à l'aise, qu'on ne sait pas très bien comment s'y prendre, et en même temps, on se donne les moyens pour dire, ben voilà, quand c'est difficile, nous, on peut venir en appui. Je note aussi à quel point vous essayez de faire en sorte que ça ne soit pas un sujet d'expertise, mais un sujet partagé dans une forme d'universalité qui permet de se dire il n'y a pas eux et nous, mais on est tous ensemble dans nos singularités finalement et comment on tient compte des besoins de chacun. C'est très inspirant. Merci beaucoup Priscilla de partager ça. On a un peu de temps pour répondre aux questions, donc c'est super. On va progressivement en traiter un maximum. Donc, si vous pouvez nous partager les questions, on va faire au mieux pour y répondre. Alors, il y a une première question de Catherine qui nous dit « Au-delà des outils et ressources spécifiques à la prévention en santé mentale en tant que telle, ne devons-nous pas, dans les organisations, cultiver des temps, des activités non étiquetées santé mentale, mais qui contribuent directement ou indirectement au bien-être des salariés ?» Il me semble qu'on a commencé un peu à y répondre à cette question-là, qui est effectivement, il y a bien d'autres choses qui se jouent dans la vie au travail que cette question de la connaissance spécifique, en tout cas, même si elle est importante aussi, sur la santé mentale. Peut-être sur cette question-là, rebondir sur la question des risques psychosociaux, qui, eux, on voit très bien à quel point ils sont importants à prendre en compte. Peut-être que Floriane, tu veux en dire un mot là-dessus, et qui sont pas une question de santé mentale au départ, qui sont plutôt des questions d'organisation du travail. Est-ce que éventuellement, Floriane, tu veux dire un mot sur ces points d'attention? Oui. Alors justement, j'ai profité de l'intervention de Priscilla pour répondre à cette question qui était posée, qui complète ce que tu es en train de dire. Quelle était la différence entre les risques psychosociaux et la santé mentale au travail? Ça tombe bien puisque j'ai écrit un article qui a été publié le 7 mars là, sur le site du CIG, donc j'ai mis le lien sur cette différence entre les deux notions parce que je me rendais bien compte que c'était souvent confondu. Donc, les risques psychosociaux, comme c'est le stress au travail et que le stress tout court engendre des impacts sur la santé globale, physique, mentale et sociale, il y a un lien à faire avec la santé mentale, mais il n'y a pas que la santé mentale qui peut être impactée. Donc ça, c'est un point à bien comprendre. Et c'est aussi lié au fait que la vision qu'on a de la santé mentale, c'est pas forcément une vision positive. On confond santé mentale et troubles mentaux, mais ça vous aurez justement dans le dossier du journal L'Essentiel que vous partagera avec les autres ressources marines, justement 10 points pour aborder la santé mentale sous un angle plus promotion de la santé et bien comprendre cette différence entre santé mentale et troubles mentaux. Une fois qu'on a dit ça, pour répondre à la question de Catherine, moi je suis complètement d'accord avec ça. Donc elle parle de temps non étiqueté forcément santé mentale, mais qui contribue au bien-être. En fait, moi je me rends compte que si on met pas du sens sur ce qu'on fait, déjà les gens ils se les approprient pas, les propositions. Donc, je crois qu'il est important d'expliquer pourquoi ça peut être connecté à la question de la santé mentale ou de la santé tout court. Pourquoi c'est pertinent de proposer, j'en parlais tout à l'heure là justement, d'avoir accès à une activité sportive sur le lieu de travail. Pourquoi ça peut être pertinent? Parce qu'on sait que le sport ou l'activité physique, si on ne veut pas forcément utiliser le terme sport pour être dans une pratique un peu plus cool, on sait que l'activité physique, elle a des bénéfices
sur la santé mentale, sur la santé physique, sur la santé tout court. Donc, on sait que ça participe à réguler le stress. On sait que les gens, ils ont des journées très remplies et qu'ils n'ont pas forcément la possibilité, que ce soit en termes de temps ou même en termes d'argent, d'aller faire du sport en salle en dehors du travail. Donc, c'est mettre cette ressource à disposition des salariés. Et si on le dit comme ça, il y a plus de chances que les gens trouvent l'initiative chouette. Il y a plein de choses, moi, que j'observe et qui sont proposées dans les organisations, celles où je travaille ou celles où j'interviens en tant que consultante, où ça peut crisper les salariés parce qu'en fait, il n'y a pas de sens qui est mis sur l'action ou parce que c'est pas forcément intégré dans une pensée plus globale. Voilà ce que je pourrais dire sans m'étaler trop. Merci beaucoup, Floriane. On va prendre une deuxième question. Y a-t-il des caractéristiques d'entreprise où les besoins de prévention sont plus marqués que d'autres? Taille d'entreprise, secteur d'activité, géographique. Alors, je ne sais pas on peut répondre à cette question-là, mais en tout cas, les besoins de prévention, ils sont partout, puisque statistiquement, on est 100% de la population à avoir une santé mentale. On a une santé physique et une santé psychique, et c'est bien la définition, ce que nous dit l'OMS, il n'y a pas de santé sans santé mentale, c'est une des dimensions de notre santé. Et donc, de la même façon que on est tous attentifs à notre santé physique, que l'on mange nos 5 fruits et légumes, qu'on fait un minimum d'activité, on fait nos 10 000 pas par jour, qu'on fait attention à notre sommeil. Voilà, il y a cette dimension de la santé psychique à laquelle il faut qu'on soit vigilant. Ce qu'on sait aujourd'hui, en tout cas en France, c'est qu'il y a des secteurs où il y a de la souffrance psychique qui est un peu plus exprimée, mais il faut prendre les chiffres avec beaucoup de précaution parce que c'est tout le temps vu sur des grandes populations et dans un même environnement professionnel, vous allez pouvoir avoir beaucoup de souffrance psychique et à côté beaucoup moins. Dans une même entreprise, il peut y avoir un service où il y a beaucoup de souffrance et d'autres moins. Peut-être vous donner quand même quelques points de repère. C'est vrai qu'en France, les dernières études, elles montrent qu'il y a de la souffrance psychique, notamment dans la fonction publique. Ça, effectivement, on le perçoit. Il y a beaucoup de souffrance psychique et de risques suicidaires très élevés dans le milieu de l'agriculture en France. Qu'il y a des populations dans les entreprises qui sont plus exposées, et notamment les femmes, les managers, qui sont pris dans des objectifs et quelquefois des injonctions paradoxales. Voilà, tout ça est quand même à prendre avec beaucoup de précautions et il faut aller un peu plus dans le fin d'un secteur ou d'une activité. Par ailleurs, il y avait une question sur le télétravail que j'ai vu passer dans le fil de discussion et aujourd'hui, on n'a pas, justement, voilà, est-ce qu'on a des retours sur le télétravail? On n'a pas on ne fait pas de lien de causalité entre le fait d'être en bonne santé mentale ou en mauvaise santé mentale et le télétravail. Premièrement, parce qu'il y a rarement un facteur, comme le disait Floriane tout à l'heure, c'est rarement lié à une situation, c'est souvent une multitude de facteurs. Et aujourd'hui, on sait que le travail, il est promoteur à la fois de bien-être pour un certain nombre de personnes, ça évite des déplacements, ça permet sur certains aspects de mieux concilier vie privée, vie professionnelle. En revanche, il est facteur de risque d'isolement dans d'autres situations, pour d'autres populations. Donc, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas faire un lien de causalité direct. En tout cas, il y a un point de vigilance à avoir, comme voilà, sur les autres dimensions que sont les risques psychosociaux, c'est-à-dire l'autonomie de travail, quelle est ma charge de travail, quel est mon niveau de reconnaissance, quel est mon alignement avec les valeurs de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des relations, on parlait de micro-agressions aussi, Isabelle en parlait. Est-ce que je suis dans un environnement professionnel dans lequel il y a des micro-agressions au quotidien? Et voilà, dont on sait que ce sont des points d'attention qu'on doit avoir
par rapport aux enjeux de santé publique qu'est la santé mentale. Et alors, si je peux juste faire un petit point sur le télétravail, parce que je constate tous les jours une utilisation du télétravail un peu particulière, que j'aurais tendance à qualifier de mauvaise, dans le sens que... Oh, il y a un écho. Avec ton micro, Claire. Ouais, coupé. J'observe donc une stratégie d'évitement avec le télétravail dans des situations justement de risques psychosociaux. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me demandant du télétravail, un jour supplémentaire, 2 jours, parce qu'il y a une situation donc de tension dans l'équipe avec un collègue, une collègue, avec le manager. Et donc, les agents vont vers le médecin traitant pour faire part de cette situation, bien souvent, et ils reviennent me voir. Donc, il y a un certificat du médecin traitant qui me demande la mise en place de télétravail. Et puis, quand je commence à gratter, je comprends que en fait, on est en plein dans une situation de RPS et que finalement, c'est une solution très court-termiste qui ne règle absolument pas le problème de fond. Donc, en effet, mécaniquement, on va faire baisser le niveau de stress parce que on met la personne à distance quand elle reste chez elle, elle est dans son environnement sécure, donc elle va avoir moins de stress. Mais ça règle pas le problème de fond, ça a tendance à isoler, et puis c'est pas fonctionnel sur le long terme. Donc attention à comment est-ce qu'on utilise le télétravail, ça c'est un premier point. Et puis par ailleurs, justement, Isabelle parlait de Sonia Lupien. Si vous avez envie de lire son livre excellent sur le stress au travail versus le stress du travail, alors il fait 500 pages, mais c'est passionnant. Elle vous expliquera que il y a aussi comment on travaille qui pose problème, et notamment si c'est faire du télétravail pour travailler n'importe comment, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Mais on pourrait faire tout un webinaire sur le sujet. Et je crois qu'on a à nouveau perdu Claire, qui avait des problématiques de connexion. Alors, est-ce que Marine a une autre question peut-être à nous proposer en attendant que Claire revienne? Alors, bonjour à vous. Pourriez-vous, à l'occasion de vos échanges, nous préciser... Merci Floriane pour le relais. Je vous voyais, mais je n'étais pas connectée. Alors, qui c'est qui parlait de coaching en santé mentale? Je crois que c'est toi, Claire. Oui, alors c'est l'étude qui a été citée en introduction. Je n'ai pas connaissance du détail de ce que ça comporte, ce coaching-là. Donc, ça mériterait de creuser. En tout cas, c'est une étude et un dispositif qui a été mis en place chez Accenture au Canada. Donc, voilà, il faudrait creuser un peu plus parce que c'est vrai que généralement, en tout cas en France, les coachs classiques, j'ai envie de dire, en insertion professionnelle, n'accompagnent pas des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. C'est même contre-indiqué, donc il faut être quand même vigilant. Et en même temps, il y a quand même tous ces professionnels du job coaching qui, eux, sont formés à l'accompagnement vers l'emploi et au emploi, qui, eux, ont des compétences. Donc, il faudrait clarifier effectivement ce qu'on met derrière job coaching. J'ai l'impression que ma caméra ne marche pas, mais vous m'entendez. Avez-vous des exemples de supports visuels à garder à portée de main dans les bureaux? Alors, peut-être on va demander à Isabelle et Floriane si éventuellement vous avez des supports à recommander ou conseiller. Oui, ce serait possible que je puisse les rendre disponibles. Vous en avez, Isabelle, ouais, qui sont partageables? Ouais. Oui. Et qui sont des supports de quel type, Isabelle? C'est des documents PDF, là, donc ça serait possible. Ça se retrouve sur nos sites, dans le fond, de la CNESST, entre autres, là, la Commission des normes et de la santé et sécurité du travail. Donc, c'est des documents généraux PDF là, que je pourrais partager si ça intéresse les gens.
D'accord. Super. Eh ben, volontiers. Hein. Et Bah, Floriane oui, bah, vous avez le bingo que Arnaud a partagé dans le fil de discussion que j'ai vu tout à l'heure. Et puis, vous allez retrouver la version que j'ai un peu upgradée, puisque moi, j'ai rajouté un verso avec quelques applis et sites ressources que, en fait, j'en avais marre de retourner le flyer et d'écrire. Donc, j'ai demandé à ce qu'on me fasse un verso. Donc ça, vous pourrez l'utiliser. Et donc, on peut en faire, comme je disais, des affiches. Après, dans les affiches, je réfléchissais à ce que j'ai dans ma salle d'attente et dans mon bureau, puisqu'il y avait une question sur la prévention du suicide. Bah, il y a les affiches du 3114, il y a tous les outils de communication du 3114 que vous pouvez commander gratuitement sur leur site. Le 3114, c'est la prévention du suicide en France. Voilà, c'est le numéro national de prévention du suicide. Et donc, vous pouvez accéder à différents outils de communication, des petites cartes, des affiches, plusieurs choses. Et puis ensuite, on peut créer ses propres affiches. Par exemple, on parlait des addictions tout à l'heure. Il y a un podcast que j'aime bien recommander, qui est le podcast Addiction avec un K du professeur Laurent Carilla. Et donc, moi, j'ai fait une petite affiche avec le visuel de son podcast, et puis j'ai mis un flashcode, et comme ça, les gens peuvent accéder directement au podcast. Donc, dans la salle d'attente. J'en ai mis un dans la salle d'attente, j'en ai un dans mon bureau, comme ça. Hop, ils peuvent accéder facilement à la ressource. Donc, on peut imaginer plein de choses. On peut créer des choses. Hein. Et puis moi, je me rapproche volontiers du chargé de QVCT et du service communication qui nous font des choses très chouettes. Et d'ailleurs, sur le site du CIG, vous avez accès à plein de choses au niveau des ressources prévention. Il y a toute une rubrique prévention. Vous pouvez accéder à plein de choses. Merci Floriane. On va s'arrêter là. Je vois qu'il est 17h31. Merci à vous tous pour votre participation. Excusez-nous pour les petits problèmes techniques du jour. Voilà, c'est ça la vraie vie. Il y a un prochain webinaire qui est programmé le mardi 17 juin à 16h30 en Europe et 10h30 au Québec. On sera revenu sur un écart de 6 heures entre l'Europe et le Canada. On parlera de l'avancée de la recherche sur santé mentale et travail. Et donc, on partagera des recherches récentes dans quelles sont les orientations de la recherche ces derniers temps et sur quel sujet on avance. Merci infiniment Isabelle, Floriane, Priscilla. C'était passionnant de vous écouter. Ça donne plein d'envie. Vous nous avez à la fois instruit et je crois communiqué le fait qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut initier et peut-être que l'on peut ne pas avoir peur, nous non plus, de faire un certain nombre de choses. À très bientôt. Passez une très bonne journée au Canada et une bonne soirée en France. Et merci encore à vous trois pour votre participation. Merci Claire.